Le vampire de John Polidori. Au milieu des cercles de la haute société que le retour de l'hiver réunit à Londres, on voyait un seigneur aussi remarquable par ses singularités que par son rang distingué. Spectateur impassible de la gaieté qui l'environnait, il semblait ne pouvoir la partager. Si la beauté, par un doux sourire, fixait un instant son attention, un seul de ses regards la glaçait aussitôt et remplissait d'effroi ses cœurs où la légèreté avait établi son trône. La source de la terreur qui l'inspirait était inconnue aux personnes qui en éprouvaient les effets. Quelques-uns la cherchaient dans ses yeux gris et ternes, qui ne pénétraient pas jusqu'au fond du cœur, mais dont la fixité laissait tomber un regard sombre, dont on ne pouvait supporter le poids. Ces singularités le faisaient inviter dans toutes les maisons. Tout le monde souhaitait le voir. Les personnes accoutumées aux sensations fortes et qui éprouvaient le poids de l'ennui, étaient charmés d'avoir en leur présence un objet de distraction qui pût attirer leur attention. Malgré la pâleur mortelle de son visage, que ne colorait jamais ni l'aimable incarnat de la pudeur, ni la rougeur d'une vive émotion, la beauté de ses traits fit naître à plusieurs femmes coquettes le dessein de la captivité, ou d'obtenir de lui au moins quelques marques de ce qu'on appelle affection. Lady Mercer, qui depuis son mariage avait souvent donné prise à la malignité par la légèreté de sa conduite, se mit sur les rangs et employa tous les moyens pour en être remarquée. Ce fut en vain. Lorsqu'elle se tenait devant lui, quoique ses yeux fussent en apparence fixés sur elle, il semblait ne pas l'apercevoir. On se moqua de son imprudence. Elle renonça à ses prétentions. Si telle fut sa conduite envers cette femme galante, ce n'est pas qu'il ne se montrait indifférent aux attraits du beau sexe, mais la réserve avec laquelle il parlait à une épouse vertueuse et à une jeune fille innocente laissait croire qu'il professait pour elle un profond respect. Cependant son langage passait pour séduisant, et soit que ses avantages fissent surmonter la crainte qu'il inspirait, soit que sa haine apparente pour le vice le fît rechercher, on le voyait aussi souvent dans la société des femmes qui sont l'honneur de leur sexe par leur vertu domestique, que parmi celles qui se déshonorent par leur dérèglement. À peu près dans le même temps arriva à Londres un jeune homme nommé Aubrey. Orphelin dès son enfance, il était demeuré avec une seule sœur, en possession de grands biens, abandonné à lui-même par ses tuteurs, qui, bornant leur mission à conserver sa fortune, avaient laissé le soin de son éducation à des mercenaires. Il s'appliqua bien plus à cultiver son imagination que son jugement. Il était rempli de ces sentiments romanesques d'honneur et de probité qui causent si souvent la ruine des jeunes gens sans expérience. Il croyait que la vertu régnait dans tous les cœurs. Il ne voyait d'autre misère dans la vie des gens de la campagne que d'être vêtus d'habits grossiers, qui cependant préservaient autant du froid que des vêtements plus somptueux, et avaient en outre l'avantage de fournir des sujets piquants à la peinture par leurs plis irréguliers et leurs couleurs variées. Il prit en un mot les rêves des poètes pour les réalités de la vie. Il était bien fait, libre et opulent. À ces titres, il se vit entouré dès son entrée dans le monde par la plupart des mères qui s'efforçaient d'attirer ses regards sur leurs filles. Celles-ci, par leur maintien composé lorsqu'il s'approchait d'elles et par leur regard attentif lorsqu'il ouvrait les lèvres, lui firent concevoir une haute opinion de ses talents et de son mérite. Attaché comme il l'était au roman de ses heures solitaires, il fut étonné de ne trouver qu'illusion dans les peintures séduisantes contenues dans les ouvrages dont il avait fait son étude. Trouvant quelque compensation dans sa vanité flattée, il était prêt d'abandonner ses rêves, lorsqu'il rencontra l'être extraordinaire que nous avons dépeint plus haut. Il se plut à l'observer.
mais il lui fut impossible de se former une idée distincte du caractère d'un homme entièrement absorbé en lui-même, et qui ne donnait d'autres signes de ses rapports avec les objets extérieurs qu'en évitant leur contact. Son imagination entraînée par tout ce qui flattait, son penchant pour les idées extravagantes, ne lui permit pas d'observer froidement le personnage qu'il avait sous les yeux. Mais elle forma bientôt le héros d'un roman. Aubrey fit connaissance avec Lord Ruthven, lui témoigna beaucoup d'égards, et parvint enfin à être toujours remarqué de lui. Peu à peu, il apprit que les affaires de sa seigneurie étaient embarrassées, et qu'il se disposait à voyager. Désireux de connaître à fond ce caractère singulier qui avait jusqu'alors excité sa curiosité sans la satisfaire, Aubrey fit entendre à ses tuteurs que le temps était venu de commencer ses voyages, qui depuis tant de générations ont été jugés nécessaires pour faire avancer à grands pas les jeunes gens dans la carrière du vice. Ils apprennent à écouter sans rougir le récit des intrigues scandaleuses qu'on raconte avec vanité et dont on fait le sujet de ses plaisanteries, selon qu'on a mis plus ou moins d'habileté à les conduire. Les tuteurs d'Aubrey consentirent à ses désirs. Il fit part aussitôt de ses intentions à Lord Ruthven et fut surpris de recevoir de lui sa proposition de l'accompagner. Flatté d'une telle marque d'estime de la part de celui qui paraissait n'avoir rien de commun avec les autres hommes, il accepta avec empressement, et dans peu de jours ils eurent traversé le détroit. Jusque-là, Aubrey n'avait pas eu l'occasion d'étudier le caractère de Lord Ruthven. Et maintenant même, quoique la plupart des actions de sa seigneurie fussent exposées à ses regards, il avait de... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.